J'ai vu la rage dans les yeux de mon fils quand il m'a jeté ces mots comme un coup de poignard. Maman, tu as 30 jours pour quitter cette maison. 30 jours. Comme si ma vie entière, bâtie pierre par pierre dans ces murs haussmanniens du 16e arrondissement, pouvait être balayée d'un claquement de doigts. Effacée par la voracité d'un homme qui m'avait appelé maman jusqu'à ce que l'argent corrompe son sang. Mais il ne savait pas, et c'est là que la vengeance a pris racine. Acide et froide dans mes veines, que j'avais déjà signé les papiers chez le notaire, transférant tout à sa sœur. Cette fille qu'il méprisait pour sa faiblesse. Et que j'avais réservé un billet pour Nice, où le sel de la Méditerranée effacerait le goût amer de Paris. Les mots de Julien résonnaient encore dans le salon. Ce salon aux tapisseries fanées par des décennies de silence tendu. Où les portraits de famille de mon mari, mort trop tôt d'un cancer qui l'avait rongé comme un feuillant, semblaient nous juger depuis leur cadre doré. J'étais assise sur le canapé en velours usé, les mains croisées sur mes genoux, feignant une sérénité que je n'éprouvais pas. À 62 ans, on apprend à masquer la tempête intérieure, à laisser les vagues se briser contre les digues de la dignité. Mais intérieurement, c'était le chaos, un tourbillon de souvenirs qui remontait comme des bulles de boue, éclatant à la surface de ma conscience. Julien, mon aîné, 38 ans, cadre supérieur dans une banque d'affaires du boulevard Haussmann, se tenait debout devant moi, les poings serrés. Sa cravate de soie italienne légèrement de travers, le seul signe de désordre chez cet homme qui avait toujours visé la perfection. Ou du moins ce qu'il en concevait, l'argent, le pouvoir, l'absence de scrupules. C'est pour ton bien, maman, avait-il ajouté, d'une voix qu'il voulait apaisante, mais qui trahissait une impatience carnassière. Cette maison est trop grande pour toi seul. Les charges, les impôts. Et puis, tu sais, j'ai des projets. Un investissement immobilier à la Défense qui pourrait nous changer la vie. Nous. Le mot m'avait fait sourire intérieurement. Amer. Nous. C'était lui et ses ambitions. Pas moi. Pas la famille qu'il avait abandonnée pour ses réseaux. Je l'avais élevé seul après la mort de Philippe, mon mari, en 2005. 8 ans de veuvage. 8 ans à jongler entre un emploi de bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, un havre de paix où les mots étaient plus loyaux que les hommes et les factures qui s'empilaient comme des reproches. Julien avait été mon roc. Du moins le croyais-je, l'étudiant brillant en école de commerce. Le fils qui rentrait pour Noël avec des cadeaux extravagants. Des foulards de chez Hermès qu'il offrait avec un clin d'œil complice. Mais au fil des ans, j'avais vu la métamorphose, les dîners où il parlait chiffres et fusion-acquisition. Ignorant ma fatigue, les appels sporadiques pour emprunter de l'argent, justifiés par des opportunités, et enfin, cette maison, héritage de Philippe, que j'avais préservé contre vent et marée, payant les réparations de ma poche, refusant les locataires pour ne pas la profaner. 30 jours, répéta-t-il, comme pour enfoncer le clou. Il s'approcha, posa une main sur mon épaule, un geste mécanique, sans chaleur. Je sentis l'odeur de son après-aspect. Un parfum synthétique qui masquait mal la sueur de l'ambition. Je t'aiderai à trouver un petit appartement dans le Marais. Quelque chose de cosy. Et je couvrirai les frais de déménagement. Cosy. Le mot me révulsa. Comme si ma vie pouvait être réduite à un 2 pièces exigu. Avec vue sur une cour pavée où les chats errants miaulaient leurs plaintes nocturnes. Je levai les yeux vers lui. Et pour la première fois depuis des lustres, je vis l'étranger qu'il était devenu. Ses traits, si semblables à ceux de Philippe le nez aquilin. Les yeux verts perçants étaient durcis par une avidité que je ne reconnaissais pas. Était-ce l'héritage de son père? Cette soif de possession?
Ou simplement le poison lent de la finance parisienne. Où les hommes se mangent entre eux pour 1 m² de plus? Et Claire, demandai-je d'une voix calme. Presque détachée. Claire? Ma cadette? 35 ans. Infirmière à l'hôpital Saint-Louis. Mère célibataire d'un petit garçon de 6 ans nommé Léo. Elle qui avait toujours été la sensible. Celle que Julien tolérait à peine. La qualifiant de rêveuse improductive lors de nos rares repas de famille. Julien haussa les épaules. Claire? Elle n'a pas besoin de ça. Elle gagne sa vie? À sa manière. Et puis? Cette maison est à moi. Par droit d'aînesse. Papa l'aurait voulu. Par droit d'aînesse. Les mots me frappèrent comme une gifle. Philippe n'avait jamais parlé de tels privilèges, son testament, rédigé dans l'urgence d'un lit d'hôpital, me laissait tout pour que tu vives en paix, avait-il murmuré, sa main tremblante dans la mienne. Mais Julien. Oh. Julien avait ses lois, forgées dans les couloirs feutrés des conseils d'administration. Je me levai lentement, sentant mes articulations protester au lâche. Ce traître silencieux. Très bien, dis-je. Et ma voix était un fil d'acier. 30 jours. Il sourit. Soulagé. Ignorant que ces mots étaient les premiers d'un chant de sirène qui le mènerait à sa perte. Tandis qu'il quittait la pièce. Son pas ferme claquant sur le parquet ciré. Je me dirigeai vers mon bureau. Ce sanctuaire aux étagères ployantes sous le poids des livres, Balzac, Proust, et ces romans noirs de Fred Vargas qui m'avaient appris que la vengeance, quand elle est patiente, est une arme plus affûtée qu'un couteau. Assise à ma table en acajou, j'ouvris le tiroir secret où je rangeais les documents importants. L'acte de propriété. Jauni par les ans, les relevés bancaires que j'avais thésaurisés. Refusant de céder aux demandes pressantes de Julien, et surtout, le numéro de Maître Lefebvre. Mon notaire de famille. Un homme discret aux lunettes rondes et à la voix de velours. Qui m'avait conseillé il y a 6 mois. Quand les premiers signes de tempête s'étaient annoncés. Madame Duval, m'avait-il dit alors? Lors d'un rendez-vous rue de Rivoli. Protégez-vous. Les enfants? Même les meilleurs. Peuvent se retourner contre la branche qui les a portés. 6 mois plus tôt. Julien avait commencé à sonder le terrain, des questions anodines sur la valeur de la maison où elle vaut bien 2 millions aujourd'hui. Non. Des visites d'agents immobiliers déguisés en conseils d'amis. J'avais feint l'ignorance. Mais intérieurement, la peur s'était insinuée. Froide comme un brouillard d'automne sur la Seine. Peur non pas de la pauvreté, j'avais assez pour survivre. Mais de la trahison. De ce vide abyssal où l'amour filial se mue en calcul égoïste. C'est alors que j'avais appelé Lefebvre. Transférer tout à Claire, lui avais-je ordonné. La gorge nouée. La maison. Les comptes. Tout. Et préparer une clause, si elle vend. L'argent ira à des œuvres caritatives. Pas à Julien. Lefebvre avait hoché la tête. Sans un mot de jugement. En France, les notaires sont les confesseurs des fortunes familiales, ils savent que les secrets les plus sombres se cachent derrière les façades impeccables. Maintenant, face à l'acte déjà signé au daté du 15 juin. Il y avait 6 mois. Je sentis une chaleur monter en moi. Pas de la colère brute. Mais une résolution cristalline. Comme le vin blanc de Bourgogne que Philippe et moi sirotions sur la terrasse les soirs d'été. Julien croyait me chasser, il ne savait pas que je le bannissais de mon empire. Je composais le numéro de Claire. Sa voix. Fatiguée mais chaleureuse. Répondit au bout de 3 sonneries. Maman? Tout va bien?
Viens demain matin, dis-je simplement. J'ai une surprise pour toi. Elle rit, pensant à un thé et des madeleines. Si seulement elle savait que je lui offrais un royaume. La nuit tomba sur Paris comme un linceul de velours noir, ponctué des lueurs orangées des réverbères le long de l'avenue Victor Hugo. Allongé dans mon lit à baldaquin, je repensais à ma propre mère. Cette Bretonne au regard d'acier qui m'avait appris, lors de nos promenades sur les falaises de Ploumanacache, que la mer ne pardonne pas, mais elle rend la force à ceux qui osent plonger. J'avais plongé. Ce soir-là, dans les abysses de la revanche. Julien dormirait d'un sommeil de plomb dans son appartement du 7e. Rêvant de commission et de loft, moi. Je veillais, les yeux grands ouverts sur le plafond craquelé, tissant les fils d'un plan qui le laisserait nu, face à sa propre cupidité. Le lendemain, Claire arriva à 9h. Son fils Léo en remorque. Ce petit bout d'homme aux boucles brunes et aux questions incessantes, mamie. Pourquoi les pigeons de Paris volent-ils si haut? Elle embrassa mes joues, portant l'odeur de l'hôpital désinfectant et café froid. Mais ses yeux verts, si semblables aux miens, brillaient d'une curiosité innocente. Nous nous installâmes dans la cuisine. Cette pièce aux carreaux de faïence blanche où j'avais pleuré tant de nuits après la mort de Philippe. Léo s'amusait avec un train en bois sur le sol, imitant les sifflets stridents du RER. Voilà, dis-je en posant l'enveloppe Kraft sur la table. Épaisse comme un roman de Simenon. Claire fronça les sourcils. Défit le ruban. Ses mains tremblèrent quand elle lut le premier paragraphe, acte de donation. Maison située au 17. Rue de l'Annonciation. Bénéficiaire, Claire Duval. Elle releva la tête. Bouche bée. Maman? Qu'est-ce que? Je lui pris la main, sentant la rugosité de ses paumes. Marque d'une vie de labeur honnête. C'est à toi, ma chérie. Tout. Pour Léo. Pour ton avenir. Julien. Il a ses propres chemins. Les larmes montèrent. Pas les miennes, j'avais appris à les ravaler comme du poison. Mais les siennes. Chaudes et libératrices. Mais pourquoi? Il va. Il va péter un câble, rit-elle à travers ses sanglots. Un rire nerveux. Typiquement français. Ce mélange d'émotion et de cynisme face à l'absurde. Je souris. Pour la première fois depuis les mots fatidiques de Julien. Justement. Laisse-le. Et prépare-toi, dans 30 jours. Cette maison sera ton refuge. Pas sa proie. Nous parlâmes longtemps. Tandis que Léo dessinait des maisons avec des toits pointus sur la nappe en papier. Claire me confia ses doutes, son ex. Ce lâche qu'il avait quitté enceinte, ses nuits de garde où elle soignait des âmes brisées pendant que son frère collectionnait les montres Patek Philippe. Tu es forte. Claire, lui dis-je. Et je le croyais. Plus forte que moi à son âge. Car elle portait déjà une cicatrice. Celle de l'abandon. Qui forge l'acier. À midi, elle partit. L'acte serré contre sa poitrine comme un talisman. Promettant de revenir le soir avec des pizzas pour fêter ça en secret. Seul. Je montai à l'étage. Ouvris l'armoire de Philippe. Ses costumes pendaient encore là. Sentant le cèdre et les regrets. Je choisis une valise en cuir souple. Celle qu'il emportait pour ses voyages d'affaires à Lyon. Dedans. Je glissais des vêtements légers, robe de lin pour la Côte d'Azur. Un chapeau de paille contre le soleil impitoyable de Nice. Nice. J'y avais passé ma lune de miel avec Philippe. En 1987. Marchant sur la promenade des Anglais. Main dans la main.
ignorant que le destin nous réserverait des orages. C'était là que j'irais. Non pour fuir, mais pour renaître. J'avais réservé un appartement via une agence en ligne vue mer. 2 chambres. À 2 pas du Vieux-Nice. Payé d'avance avec les économies que Julien ignorait. C'est le petit secret que j'avais amassé en vendant discrètement des bijoux de famille. Le soir venu, Claire revint avec Léo et les pizzas. Et nous dînâmes comme des conspiratrices, riant de l'inconnu qui nous attendait. Mais sous la table, mes doigts pianotaient nerveusement sur le bois, Julien saurait bientôt. Il avait des contacts. Des espions dans les registres fonciers. Quand il frapperait à la porte. Furieux. Je serais prête. Non, avec des cris, les cris sont pour les faibles. Mais avec le silence d'une tombe. Et la preuve irréfutable que le sang n'efface pas la trahison. Les jours suivants s'écoulèrent dans une brume d'attente tendue. Comme ces matins parisiens où la brume de la Seine enveloppe les ponts d'un voile grisâtre, masquant les contours des drames à venir. Je maintenais les apparences, course au marché d'Auteuil, où les étals de fromage et de fleurs fraîches offraient un semblant de normalité, thé solitaire dans le jardin minuscule, où les rosiers de ma mère transplantés de Bretagne il y a 30 ans fleurissaient malgré la négligence. Mais chaque soir, je vérifiais mon téléphone, attendant l'appel inévitable. Julien n'était pas homme à laisser le temps user ses plans, il était le prédateur qui frappe vite, calculant l'angle mort de sa proie. Il frappa à la porte le 4e jour. Un mardi pluvieux de novembre, où la pluie tambourinait contre les vitraux du salon comme des ongles impatients. Je l'entendis de la cuisine, où je préparais un pot-au-feu aux recettes de ma grand-mère. Ce ragoût paysan qui réconforte l'âme quand le corps ploie. Maman. Sa voix traversa les murs. Un mélange d'autorité et d'urgence. Je m'essuyai les mains sur mon tablier. Ajustai mon chignon gris aux vanités d'une femme qui refuse de se laisser aller. Et ouvrit la porte. Il entra comme un ouragan. Son imperméable dégoulinant sur le paillasson. Les cheveux plaqués par l'humidité. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, aboya-t-il, brandissant une feuille imprimée à un extrait du cadastre. Sans doute obtenu via un ami huissier. Ses yeux, injectés de sang, balayaient la pièce comme s'il cherchait déjà les meubles à emballer. La maison à Claire? Tu te fous de moi? C'est une blague. Je fermai la porte derrière lui. Doucement. Et me dirigeai vers la cheminée, où un feu crépitait faiblement. Assieds-toi. Julien, dis-je, d'une voix que j'aurais utilisée pour calmer un enfant turbulent. Et parlons-en. Il ne s'assit pas. Il arpenta le salon, les poings serrés, renversant presque une lampe en passant. Parler? Tu as tout manigancé dans mon dos. Maître Lefebvre m'a confirmé, donation irrévocable. Daté de juin. Juin. Tu préparais ça depuis des mois. Pendant que je m'occupais de toi. S'occupait de moi. Le mensonge était si gros qu'il en devenait comique. Une farce de boulevard que Molière aurait applaudi. Je m'assis dans mon fauteuil Voltaire, croisa les jambes, et le regardai comme on observe un insecte qui se débat dans la toile d'araignée. T'occuper de moi? En me demandant des prêts pour tes investissements et qui ne rapportent jamais? En ignorant mes appels quand j'étais malade l'hiver dernier? Non. Julien. Tu t'occupais de toi. Il s'arrêta net. Le visage congestionné. Une veine pulsant à sa tempe au signe avant-coureur d'une colère qui, chez lui, explosait rarement en violence physique, mais en mots acérés comme des lames de bistouri. C'est pour la famille. Cette maison vaut une fortune. Vendue? On pourrait tous en profiter, un appartement pour toi à Neuilly.
Un fonds pour Léo. Et moi. Moi. Je consolide ma position. Tu ne comprends pas. Maman. Le monde change. Il faut être agile. Pas nostalgique. Nostalgique. Le mot me blessa plus que je ne l'admettrais. Car il touchait à la vérité, j'étais attaché à ces murs. À leurs échos de rire et de pleurs. À l'odeur de pain grillé les dimanches matins. Mais la nostalgie n'est pas une faiblesse, c'est un ancrage. Et Julien l'avait arraché pour ses chimères. Agile, répétais-je. Un sourire froid aux lèvres. Comme un renard qui vole les œufs dans le poulailler? Claire en a besoin. Julien. Elle élève Léo seule. Travaille des heures folles pour un salaire de misère. Toi. Tu as ton appartement. Ta voiture de fonction. Tes dîners au Plaza Athénée. Pourquoi cette maison? Pour ton projet à la Défense? Dis-le franchement, tu veux la vendre pour renflouer tes dettes de jeu. Ou c'est amis qui te pressent pour des prêts que tu ne rembourses pas. C'était un coup bas. Basé sur des rumeurs glanées chez des connaissances comme une ancienne collègue de banque qui avait laissé échapper. Lors d'un thé. Que Julien flirtait avec le risque au casino de Deauville. Mais son sursaut de surprise, suivi d'un regard fuyant, me confirma que j'avais touché juste. Tu ne sais rien, cracha-t-il. Mais sa voix chevrotait, trahissant la faille. Il s'effondra enfin sur le canapé. Les épaules voûtées. Un homme brisé en apparence. Écoute. Maman. On peut annuler ça. Un avocat. Une procédure. Je paierai les frais. Et en échange. En échange? Je m'occuperai de toi vraiment. Un bel appartement. Des voyages. Nice? Peut-être? Tu aimais tant ça avec papa. Nice. Le nom suspendu dans l'air comme une tentation. Un piège qu'il tendait sans savoir que j'y avais déjà mordu. Je me levai. M'approcher de lui. Poser une main sur son bras non par tendresse. Mais pour sentir le tremblement de sa chair. La vulnérabilité qu'il haïssait. Trop tard. Mon fils. L'acte est purgé de délai. Et Nice. Oui. J'y vais. Mais seul. Avec mes propres moyens. Tu vois. Julien. Tu m'as donné 30 jours pour partir. Moi. Je t'en donne 0 pour comprendre, l'amour ne se monnaie pas. Il releva la tête. Les yeux emplis d'un mélange de rage et de désarroi au ce regard d'enfant gâté qui perd son jouet. Tu me haïsses? Haïr? Le mot ricocha en moi comme une balle perdue. Non. Je ne le haïssais pas, la haine est un feu qui consume celui qui l'alimente. Ce que je ressentais était plus profond. Plus corrosif, une déception viscérale. Le constat que l'homme que j'avais modelé s'était mué en monstre par mes propres failles au trop d'indulgence. Trop de silence face à ses premiers mensonges. Je te plains, murmurai-je. Parce que demain, quand tu regarderas cette maison de l'extérieur, tu verras non un trophée, mais un miroir de ta solitude. Il partit en claquant la porte. La pluie redoublant d'intensité comme pour laver ses traces. Je restai là. Le pot-au-feu oublié sur le feu. Sentant l'odeur de viande brûlée envahir la cuisine, métaphore parfaite de notre lien familial. Calciné par l'ambition. Ce soir-là, j'appelai Claire. Il sait, lui dis-je. Elle soupira. Lasse. Et rien. Prépare-toi à des visites d'avocat. Mais tiens bon. Nous raccrochâmes.
Et je m'allongeai, écoutant la pluie marteler les tuiles. Dans l'obscurité, je visualisais Nice, le bleu azur de la mer. Le marché aux poissons du cours Saléya, où les odeurs d'herbe de Provence chassent les fantômes. C'était ma revanche. Non sanglante, mais impitoyable, lui laisser le vide. Et m'approprier la liberté. Les semaines suivantes furent un balai de tension, appel furieux de Julien. Où il alternait menaces légales, je contesterai pour abus de faiblesse, et supplications larmoyantes, pense à la famille. Maman, visite de Claire, qui renforçait les serrures symboliquement. Tout en me racontant les joies simples de Léo, ses premiers pas à vélo dans le Luxembourg. Je répondais par des silences éloquents. Ces silences français qui en disent plus que les discours enflammés. Intérieurement, la machine tournait, je triais les affaires. Donnais des meubles à Emmaüs. Réservais mon train TGV pour le 17 décembre, pile 30 jours après son ultimatum. Un soir, alors que je pliais des chemisiers dans la valise, le doute m'assaillit. Fugace mais tranchant, et si j'avais tort? Et si Julien changeait? Repentant? Mais le souvenir de son regard cupide balaya l'hésitation. Non. La psychologie humaine est claire, l'homme qui calcule le prix de sa mère ne se rachète pas par un chèque. Il apprend par la perte. Et moi? J'apprenais à me perdre pour me retrouver. Le 15e jour, Paris se couvrit d'un manteau de givre précoce, transformant les avenues en patinoires miroitantes où les Parisiens glissaient avec cette grâce résignée qui est leur marque de fabrique. J'errais dans les rues du quartier, un panier à provisions à l'épaule, évitant les regards curieux des voisins, ces commères du bridge hebdomadaire qui chuchotaient déjà sur les affaires du Val. La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre, Julien, furieux, avait tenté de forcer une entrevue chez le notaire. Mais Lefebvre, fidèle comme un chêne centenaire, avait opposé un mur de légalité. Madame, l'acte est blindé, m'avait-il assuré par téléphone. Sa voix un baume. Clause anti-contestation. Purge de délai de 4 mois. Votre fils peut hurler, la loi est de votre côté. La loi. Cette abstraction froide qui, en France, protège les faibles mieux que les sentiments. Pourtant, intérieurement, je bouillonnais. Non de peur j'avais franchi ce cap. Mais d'une curiosité malsaine, comment Julien digérait-il l'humiliation? Je l'imaginais dans son bureau climatisé, face à son ordinateur, tapant frénétiquement des mails à des avocats spécialisés en droit des successions. Ou pire, noyant son chagrin dans un whisky single malt au bar de l'hôtel de Crillon, entouré de ses amis qui l'abandonneraient au premier signe de faiblesse. La psychologie de l'ambitieux est prévisible, il blâme les autres pour masquer sa propre vacuité. Claire m'invita ce jour-là à l'hôpital, pour voir comment ça se passe. Son service de gériatrie, au cœur du Marais, était un labyrinthe de couloirs aseptisés où l'odeur de javel se mêlait à celle de la mort imminente. Elle me guida jusqu'à une salle de repos, où des collègues en blouse blanche sirotaient du café soluble. Maman? Voici Odile et Marc, présenta T.L. Des sourires chaleureux. Des poignées de main fermes, le monde de Claire? Si différent du mien. Fait de gestes concrets et d'empathie brute. Tandis que Léo dessinait sur une feuille volante. Elle me confia, Julien m'a appelé hier. Il pleurait. Maman. Il disait que tu le détestais. Que tu ruinais sa vie. Pleurer. Julien, qui n'avait pas versé une larme à l'enterrement de son père. Je sentis une pointe au cœur. Non de remords, mais de ce masochisme féminin qui nous pousse à excuser l'inexcusable. Et toi? Qu'as-tu dit? Demandai-je, feignant l'indifférence en remuant mon thé.
Claire haussa les épaules. Ses yeux cernés par les nuits blanches. Que la vie n'est pas un jeu de Monopoly. Qu'il récolte ce qu'il a semé. Récolte. Le mot agricole. Si français. Si terre à accent grave terre. Résumait tout, Julien avait labouré des champs de mensonges, voilà ses épis flétris. Nous rentrâmes ensemble en métro aux lignes 6. Cette veine bleue qui traverse Paris comme un serpent endormi. Léo, collé à ma jambe, commentait les affiches publicitaires, mamie. C'est quoi un crédit IMO? Je ris. Expliquant vaguement. Tandis que Claire me glissait, j'ai vu un appartement pour toi à Nice. Sur le bon coin. Près de la mer. Avec balcon. Mon cœur s'emballa. Nice n'était plus un rêve, c'était tangible. Comme le sel sur les lèvres après un plongeon. Mais la nuit apporta l'orage. À 2 heures du matin. Mon téléphone vibra, Julien. Maman? Il faut qu'on parle. Vraiment. Je suis en bas. En bas? Je me levai. Pieds nus sur le parquet froid. Et jetai un œil par la fenêtre. Sa silhouette se découpait sous le réverbère. Épaules voûtées. Un paquet à la main des fleurs? Du vin? Je descendis. Enfilai un châle de laine. Et ouvris la porte cochère. L'air glacé me gifla. Portant l'odeur de bitume mouillé. Il était là. Les yeux rougis. Une bouteille de champagne d'homme Pérignon dans une main. Un bouquet de roses rouges dans l'autre, geste théâtral. Appris dans les films hollywoodiens qu'il affectionnait. Maman, murmura-t-il. La voix brisée. J'ai merdé. Grave. Laisse-moi entrer. On peut arranger ça. Arranger. Comme un costume mal taillé. Je le fis entrer dans le vestibule. À l'abri des curieux. Mais refusai de monter. Parle, dis-je. Bras croisés. Les mots jaillirent en torrent, regret sur ses ambitions dévorantes. Confession sur les dettes, oui. Deauville. Et pire. Des placements hasardeux en crypto-monnaie qui avaient fondu comme neige au soleil, excuse pour son égoïsme. Promesse de thérapie. De se rapprocher de Léo. Il pleurait pour de bon. Maintenant. Des larmes d'homme adulte qui coulent rares et salées. Je l'écoutais. Stoïque. Analysant chaque syllabe comme un psychologue face à un patient manipulateur. Était-ce sincère? Ou un dernier atout pour attendrir le notaire? Pourquoi maintenant, demandai-je enfin. Quand ses sanglots se tarirent. Il renifla. Essuya son nez d'un revers de manche, geste enfantin qui me serra la gorge. Parce que. Sans cette maison. Je perds tout. Mon poste. Ma crédibilité. Et toi? Maman. Je te perds toi. Te perds. L'expression possessive me révulsa. Tu ne m'as jamais eu. Julien. Pas vraiment. Tu as pris ce que je donnais. Sans rendre. Il s'agenouilla alors. Un genou sur le dallage froid. La bouteille roulant à ses pieds. Pardon. Je jure. Je change. Donne-moi une chance. Une chance. Le mot résonna en moi comme un écho de ma propre jeunesse. Quand j'avais pardonné à Philippe ses infidélités mineures pour le bien de la famille. Mais là j'enseigne la sévérité, le pardon sans conséquence n'est que complaisance. Lève-toi, dis-je doucement. Va voir Claire. Par lui. Pas à moi. Et si tu es sincère? Prouve-le par des actes.
Pas des fleurs fanées. Il se releva, titubant, et partit dans la nuit, laissant les roses sur le paillisson. Je les ramassai. Les jetai dans la poubelle où épinait tout. Ce geste libérateur me fit réaliser, la vengeance n'est pas destruction, c'est reconstruction. À l'aube, je réservai un vol pour Nice-Onon. Un train. Pour savourer le paysage qui défile. Ces vignes de Bourgogne qui rappellent que la terre endure et fleurit. Les jours suivants. Julien respecta le silence. Ou du moins le feignit. Claire m'apprit qu'il l'avait appelé. Bafouillant des excuses, elle l'avait écouté. Mais sans céder. Il essaie. Maman. Mais la maison reste à moi. Bonne fille. Moi. Je bouclais les valises. Disais au revoir au livre, en donnais la moitié à la bibliothèque où j'avais travaillé. Gardant Proust pour les nuits solitaires. Paris. Ma ville aux 1000 visages. Me retenait par des fils invisibles, les bords de Seine où Philippe m'avait embrassé. Le café de Flore où j'écrivais mes lettres. Mais les fils se rompaient. Un à un. Le 20e jour. Une lettre arriva, huissier. Sceau rouge. Julien contestait. Arguant l'influence indue. Je ris. Un rire sec. Et appelé Lefebvre. Préparer la contre-attaque. La guerre légale s'annonçait. Mais j'étais prête, des preuves de ces emprunts non remboursés. D'aimer où il minimisait Claire. La justice française. Lente mais juste. Broierait son orgueil. Intérieurement. Le doute persistait, étais-je la vilainesse de cette histoire? Ou la survivante? La psychologie le dit clair, quand on est durement poussé. L'instinct de survie forge des armes. Et la mienne était affûtée. À mesure que les jours s'égrenaient comme les perles d'un rosaire usé. Une étrange sérénité s'installa en moi. Ce calme avant la tempête que les marins bretons de ma lignée connaissaient trop bien. Paris. En décembre. Revêtait son manteau festif, guirlande le long des Champs-Élysées. Marché de Noël au parfum de vin chaud et de marron grillé. Mais pour moi, ces lumières étaient un adieu ironique. Un carnaval masquant le deuil d'une vie. Je marchais beaucoup. Ces derniers temps. Longeant la Seine gelée. Observant les couples enlacés sous les parapluies. Me demandant si Philippe, de là-haut, approuvait ma révolte. Ma chérie, m'imaginais-je l'entendre? Tu as toujours été plus forte que tu ne le crois. Julien, de son côté, avait opté pour la guérilla froide, plus d'appels. Mais des messages laconiques, pense à ton avenir. Et une visite surprise à Claire. Où il avait tenté de la raisonner avec des arguments financiers alambiqués. Elle me le raconta lors d'un déjeuner au Procope. Ce café historique où Voltaire sirotait son absinthe. Il a apporté des tableaux Excel. Maman. Comme si la vie se résumait à des colonnes de chiffres. Nous rîmes. Mais son regard trahissait l'inquiétude, la maison. Ce fardeau soudain pesait sur ses épaules frêles. Et si je la vends? Pour Léo? Pour un appartement plus pratique? Je secouai la tête. Garde-la. C'est ton encre. Et la clause te protège, l'argent ira aux orphelins. Pas à lui. La clause. Mon coup de maître. Inspiré d'un roman de Patricia Highsmith que j'avais lu l'été dernier, ces intrigues où la revanche est un art subtil. Lefebvre l'avait rédigé avec précision, donation avec réserve d'usufruit pour moi jusqu'à ma mort. Et en cas de vente par Claire. Fonds versés à une association d'aide aux mères isolées. Julien, apprenant cela par son avocat, avait dû avaler de travers, non seulement il perdait la maison, mais son héritage potentiel filait à des inconnus.
La poésie de la justice poétique me réconfortait lors des nuits insomniaques, où je revivais la scène de l'ultimatum, disséquant chaque mot pour en extraire le venin. Un après-midi. Alors que je rangeais la cave ces bouteilles de Bordeaux millésimées que Philippe chérissait, je tombais sur une boîte oubliée, lettre de jeunesse. Photo jaunie. Moi à 20 ans. En robe fleurie sur la plage de Cabourg, Julien bébé. Potelé et rieur dans mes bras. Les larmes vinrent enfin. Chaudes et incontrôlables. Coulant sur les étiquettes poussiéreuses. Pourquoi? Parce que la trahison n'efface pas l'amour, elle le gangrène. Le tort en une douleur lancinante. Je pleurais pour le fils perdu. Pour la mère que j'avais été trop permissive. Trop aimante. Et pour l'avenir que je m'inventais. Libre mais solitaire. Claire me trouva ainsi. Agenouillée parmi les toiles d'araignée. Maman. Elle s'agenouilla à son tour. M'enlaça. Léo, sentant la gravité, posa sa menotte sur mon genou. Mamie pleure parce que les vins sont tristes? Nous éclatâmes de rire. Ce rire salvateur qui désamorce les bombes émotionnelles. Non. Mon trésor. Mamie pleure parce qu'elle est heureuse de partir vers le soleil. Et c'était vrai. En partie, Nice m'appelait comme un amant lointain, promettant des promenades sous les palmiers. Des apéros au bord de l'eau où l'on oublie les hivers parisiens. Mais Julien n'en avait pas fini. Le 25e jour. Il débarqua avec un avocat en costard rayé. Un requin du palais de justice nommé Maître Bertrand. Ils s'installèrent dans le salon sans y être invités, étalant dossier et jurisprudence sur la table basse. Madame Duval attaqua Bertrand. Voix mielleuse. Mon client conteste la validité de la donation. Preuve d'altération cognitive. Pressions extérieures. Altération cognitive. À mon âge? Je servis du thé. Impassible. Et m'assis en face d'eux. Altéré? Par quoi? Me l'avocat? Par le bon sens d'une veuve qui protège son bien. Julien évitait mon regard. Triturant sa montre une Rolex. Cadeau de son père pour ses 30 ans. Maman? C'est pour éviter un scandale. La famille. La famille, coupez jeu. Ma voix un fouet. La famille. C'est Claire qui l'incarne. Pas toi qui la découpe en parts comptables. Bertrand tout sauta. Cita des articles du Code civil 901. 913. Mais je l'interrompis, appelez Lefebvre. Il vous expliquera pourquoi votre plainte est un château de cartes. Ils partirent penauds. Julien jetant un dernier regard suppliant. Tu me tues. Maman. Non. Rectifiai-je intérieurement. Tu t'es suicidé. Ce soir-là. Je dînais seul. Un plateau sur les genoux devant un film de Claude Chabrol, La cérémonie. Où une mère manipule pour venger ses enfants. Ironie du sort. Le vin coula doux, apaisant les nerfs à vif. Demain. Pensais-je. Je verrai le médecin pour un bilan non par crainte, mais pour entamer une nouvelle vie en pleine forme. À Nice. Je m'inscrirai à des cours de peinture. Flânerai dans les ruelles du Vieux-Port. Écrirai peut-être mes mémoires. La revanche ultime, transformer la douleur en art. Les derniers jours filèrent en préparatifs, adieu aux amis du quartier. Un thé émouvant chez Madame Leroy. La boulangère qui pleura en me glissant une miche gratuite, un appel à Lefebvre pour confirmer le transfert des comptes. Claire hériterait de tout, y compris les rentes viagères. Julien? Un legs symbolique, sa vieille bicyclette d'enfant. Rangée au grenier. Un message clair, pédale. Mon fils?
Avec tes propres forces. La veille du départ. Claire organisa une petite fête, Léo, elle, et 2 collègues d'hôpital. Nous trinquâmes avec du cidre breton hommage à mes racines. Riant des anecdotes sur Julien l'adolescent. Ce garnement qui volait des croissants dans la cuisine. Il changera, murmura Claire. Ivre d'espoir. Peut-être. Mais moi. Je ne pariais plus sur lui. Mon pari était sur moi. Le matin du 17e décembre arriva drapé de givre et de promesses. Le ciel parisien d'un bleu pâle qui filtrait à travers les voilages de ma chambre. Ma valise bouclée trônait au pied du lit. Un monolithe noir prêt à l'exil. Je m'habillais avec soin, tailleur pantalon gris perle. Écharpe de cachemire, Philippe l'avait rapporté d'un salon du livre à Francfort. Et ses bottes plates pour marcher des heures sans fatigue. Dans le miroir, je vis non une fugitive, mais une conquérante, ride d'expérience. Yeux vifs, lèvres pincées en un sourire résolu. 62 ans. Et pour la première fois, je me sentais libre. Claire et Léo m'accompagnèrent à la gare de Lyon. Ce temple ferroviaire où les départs sentent l'aventure et le chagrin. Le train pour Nice. TGV 8172. Attendait sur le quai 5. Sa carlingue argentée luisant sous les néons. Mamie, tu reviendras pour Noël, demanda Léo. Serrant un dessin froissé ou une maison avec 3 silhouettes. Sol et mer en arrière-plan. Pour 1000 Noël. Mon cœur, promis je. L'embrassant sur le front. Claire, les yeux humides, me glissa une enveloppe, pour les huîtres à Nice. Et appelle tous les jours. Nous nous étreignîmes longuement. Corps contre corps. Transmettant ce que les mots ne sauraient, la force des femmes unies. Le sifflet retentit. Et je montai en voiture 14. Place 28 à aux fenêtres. Pour voir le monde défiler. Le train s'ébranla dans un grondement sourd. Quittant Paris comme un serpent qui mue sa peau. Je regardais s'éloigner la tour Eiffel. Ce ferraillage romantique. Puis les banlieues grises qui cèdent aux champs nus de l'Île-de-France. Intérieurement, un nœud se dénouait, Julien n'avait pas appelé. Pas de dernier adieu théâtral. Peut-être digérait-il sa défaite dans un silence boudeur. Ou complotait-il encore? Peu importait, le jugement dernier serait le sien. Face à son miroir. Le voyage dura 5 heures. 5 heures de introspection où les paysages se succédaient comme des chapitres d'un roman, vignoble gelé de Bourgogne. Où les sarments nus attendaient le printemps, vallée du Rhône. Avec leurs rivières paresseuses, et enfin. L'approche de la Provence. Où l'air se charge d'ocre et de lavande fantôme. Je lus un peu L'étranger de Camus. Pour sa froide logique face à l'absurde. Mais surtout, je rêvais, Nice. Ma Nice. Avec ses hôtels Belle Époque. Ses marchés bruissants. Ses vagues qui clapotent comme des confidences. À la descente du train. La gare de Niceville m'accueillit d'un souffle tiède. Contrastant avec le froid mordant du nord. Un taxi me déposa rue de la Préfecture. Dans le vieux Nice. Où mon appartement loué 2 pièces au 3e étage. Avec balcon donnant sur les toits ocre m'attendait. La logeuse. Une Italienne nommée Rosa. M'embrassa comme une sœur, Benvenuta. Signora. Vous verrez. Ici, la vie coule comme l'huile d'olive. L'appartement était modeste mais charmant, meubles provençaux. Cuisine où pendaient des herbes séchées. Et cette vue sur la colline du château. Où les ruines veillent sur la baie. Je déballai en chantonnant une vieille habitude bretonne. Disposant mes livres sur les étagères. Accrochant une photo de Philippe près du lit. Le soir,
Je descendis aux cours Saléya. Le marché nocturne illuminé de guirlandes. Odeurs enivrantes, soca croustillantes. Pissaladière aux anchois. Bouquet de mimosa malgré l'hiver. Je m'assis en terrasse au café de Turin. Commander un pastis à anis amer. Rappelant les apéros d'antan. Et observer les passants, touristes anglais en polaire. Niçois en veste de cuir. Amoureux qui se bécotent sans pudeur. Pour la première fois depuis l'ultimatum. Je respirais pleinement. Sentant le sel marin effacer les pollens de la rancune. Mais Paris n'était pas si loin, un appel de Claire. Le lendemain matin. Alors que je sirotais un café au lait sur le balcon. Julien a lâché l'affaire. Son avocat a recommandé le retrait au trop de preuves contre lui. Soulagement. Teinté d'amertume. Et lui? Il est rentré dans sa coquille. A démissionné de sa banque. Paraît-il. Cherche du travail plus humain en point. Plus humain. L'ironie me fit sourire. La perte de la maison avait été son électrochoc. Ce mur contre lequel il s'était cogné. Fissurant son armure d'ambition. Je passais les jours suivants à explorer, monter au château pour admirer la vue panoramique, la promenade des Anglais serpentant comme un ruban bleu. La mer Méditerranée indifférente aux drames humains. Je m'inscris à un atelier d'écriture au conservatoire municipal. Où des retraités niçois griffonnaient leurs souvenirs sous l'œil bienveillant d'une professeure à lunettes. Écrivez votre vengeance, nous lança-t-elle un jour. Je posai le stylo. Surprise, était-ce cela? Mon histoire? Non. Rectifiai-je. Ma renaissance. Un soir, alors que le soleil se couchait en feu d'artifice orangé. Mon téléphone sonna, numéro inconnu. Julien. Maman. Où es-tu? Sa voix. Hésitante. Dépouillée de son arrogance. À Nice, répondis-je. Regardant les vagues. Silence. Puis, Je suis désolé. Vraiment. Peux-tu pardonner? Pardonner. Le mot plana. Lourd. Le pardon n'efface pas les cicatrices. Julien. Mais il ouvre des portes. Recommence. Pour toi. Pas pour moi. Il pleura. Brièvement. Et raccrocha. Était-ce le début d'une rédemption? La psychologue en moi, au sel nourri de lectures freudiennes dans ma jeunesse, savait que le changement est possible. Mais rare. J'espérais pour lui. Claire vint me rendre visite une semaine plus tard. Léo en Toho. Pour les vacances scolaires. Nous louâmes des vélos. Pédalâmes le long de la corniche. Riant des embruns qui nous fouettaient le visage. La maison de Paris? Je la garde, décida Claire. Pour les étés. Pour Léo. Et pour te rappeler que tu as gagné. Gagné. Oui. Mais à quel prix? Les nuits. Seul dans mon lit. Je sentais le vide, pas de fils à chérir. Pas de petit-fils quotidien. Mais le matin ramenait la lumière, un café avec Rosa. Une balade au marché pour des olives niçoises. La vie à Nice s'écoulait. Fluide et salée. Me révélant des facettes oubliées, la joie de danser un soir de fête locale. La sérénité d'un livre lu sous un citronnier. Julien appelait sporadiquement aux nouvelles d'un job modeste en conseil. Promesse de visite. Je l'encourageais. Distante. Laissant le temps juger. 6 mois plus tard. Au cœur d'un été niçois étouffant où l'air vibrait de cigales et de rires de baignade. Je revis Julien. Il débarqua sans prévenir. Billet d'avion en poche.
prétextant un besoin de soleil. Nous nous rencontrâmes au Negresco. Cet hôtel mythique où Philippe m'avait emmené pour notre anniversaire de mariage. Terrasse face à la mer. Parasol rayé. Serveur en gants blancs. Il avait changé, cheveux coupés courts. Costume remisé pour une chemise en lin froissé. Regard moins fuyant. Maman, dit-il en s'asseyant. Je vends mon appartement. Pour payer mes dettes. Et je vois un thérapeute. Pour comprendre pourquoi j'ai merdé. Comprendre. Le mot, si analytique, si français dans son intellectualisme, me toucha. Nous commandâmes des salades niçoises tomates juteuses. Anchois salés. Et parlâmes pendant des heures. Pas de cris. Pas de reproches, juste des confessions crues. Comme on épluche un oignon. Couche par couche. Il avoua ses peurs, la pression de succéder à un père parfait. La jalousie envers Claire, la chanceuse qui avait choisi l'empathie, ses nuits blanches hantées par l'idée de l'échec. Ce tabou bourgeois. Moi. Je partageais mes propres failles, l'avoir surprotégé. Étouffé sous un amour étouffant. Par peur de le perdre comme Philippe. Tu m'as sauvé. En un sens, murmura-t-il. Les yeux sur l'horizon où le soleil dansait sur les vagues. Cette claque. Elle m'a réveillé. Sauvé. Ironie, ma vengeance avait guéri. Non détruit. La psychologie humaine est un labyrinthe, ce qu'on donne pour blesser finit souvent par libérer. Nous marchâmes ensuite sur la promenade. Bras dessus bras dessous. Comme au bon vieux temps en faux souvenir. Mais réconfortant. Il admira mon appartement. Promis de venir pour Noël avec Claire et Léo. La maison? Je l'accepte. C'est justice. Justice. Le mot c'est la notre trêve. Il repartit le lendemain. Plus léger. Et moi? Je restais, sentant les fils se retisser. Non en chaîne, mais en filet de sécurité. Claire appela, il a changé. Maman. Vraiment. Peut-être. L'avenir le dirait. Aujourd'hui. À Nice. Je vis pleinement, atelier d'écriture où je peins ma saga en mots, amitié nouée au bridge du quartier, et c'est le verre de soleil sur la mer. Où je marche pieds nus. Laissant les vagues laver les restes de rancune. La maison de Paris? Claire y passe les week-ends. La transformant en havre pour Léo. Julien? Il reconstruit. Pas à pas. Loin des tours de la Défense. Ai-je gagné? Oui. Car j'ai appris que la vraie revanche n'est pas de priver l'autre, mais de se réapproprier soi. 30 jours pour partir, ils m'ont mené à la lumière. Et dans ce bleu infini de la Méditerranée. Je sais que Philippe sourit.